Bonjour à tous, merci d'être présents. C'est toujours un immense plaisir de recevoir le représentant de la Banque de France. Et là, pour le coup, maintenant, c'est Monsieur Saldo, le nouveau directeur, que je salue à nouveau. C'est toujours très intéressant parce que ça nous permet ces données de la Banque de France nous permettent de les croiser avec les données des services de la préfecture, de la DDFIP néanmoins, enfin, entre autres, et puis nos chiffres à nous, nos données à nous. Et surtout, ça nous permet d'avoir des données qui puissent nous permettre de nous projeter. Voilà, ça c'est important parce que nous, on a les données du travail effectué, de l'économie effectuée. On n'a pas forcément les projections à venir et les données de la Banque de France sont très intéressantes à ce niveau-là. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais laisser Monsieur Salvio qui est là pour ça dérouler sa projection. Encore une fois, après cette visio, pour ceux qui voudront la revoir, elle sera sur les réseaux et sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à aller la revisionner pour ceux qui vont parfois sont interrompus lors de cette visio pour un coup de fil ou pour un. On ne sait jamais. Donc n'hésitez pas à aller la revoir. Elle sera encore sur notre site de la CCI et peut-être, je ne sais pas si elle est reliée par le site de la Banque de France, j'en sais rien. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, elle sera toujours là. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je laisse Monsieur Salio. Merci Président de m'accueillir dans le cadre de ce premier exercice pour moi en tant que directeur de la Banque de France. Donc pour ceux au bout du fil et ici en présentiel qui ne le savent pas, donc je succède à Étienne Hérault depuis fin novembre 2021. Donc c'est traditionnel, j'ai compris ici de faire cet événementiel en partenariat avec la CCI, donc c'est quelque chose que j'apprécie et que je me tiens à poursuivre par la suite. Donc je voulais remercier aussi les acteurs de la place en présentiel et puis en visio, et puis aussi et surtout peut-être même les 4500 entreprises interrogées en Auvergne-Rhône-Alpes qui nous ont répondu. Vous savez la conjoncture chez nous, c'est un petit peu dans notre ADN, donc chaque mois on interroge des entreprises pour prendre le pouls. Habituellement en région, c'est un peu plus de 1100. Et là, pour cette étude annuelle, donc qui fait le bilan de 2021 et qui ouvre sur les perspectives 2022, c'est presque 4 fois plus. Donc les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes, elles gravitent dans un environnement international, donc je vais vous en dire quelques mots. Ce sont des entreprises françaises aussi, donc c'est important pour moi de partager avec vous les projections macroéconomiques sur la France. Et puis ensuite, on viendra au cœur du sujet, les entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui s'est passé en 2021 et les perspectives 2022, et puis quelques atouts quand même de l'économie régionale. Donc l'environnement international. La première chose qu'on peut dire, c'est en regardant l'indice de contrainte effective sur l'activité qui est faite par l'université d'Oxford. En fait, ça mesure l'impact sur l'activité des contraintes sanitaires Covid dans 170 pays. Donc on compte les contraintes officielles et puis aussi les contraintes réelles, notamment en regardant Google Mobility. Donc la zone euro, c'est le pointillé bleu. On voit clairement trois phases. La première phase, c'est une hausse qui est liée au variant Delta. Ensuite, on voit l'apparition du vaccin qui permet de juguler les contraintes sur l'activité. Et puis la troisième phase, c'est Omicron, avec des restrictions dans certains pays, notamment aux Pays-Bas, Norvège, Canada, Israël. Bon, c'est des contraintes qui ont pour l'essentiel été levées pour au moins partiellement en début d'année 2022. Donc vous voyez qu'on est quand même à des niveaux de contraintes qui restent assez élevés, mais qui ont tendance à diminuer plus le temps se passe. Euh, donc le cœur du sujet quand même, si on regarde la production industrielle mondiale et le commerce mondial, on voit que c'est très lié déjà. Première chose qu'on peut dire, c'est un fort rebond à la suite du dur de la crise Covid, des débuts de la crise, et puis un ralentissement courant 2021. Donc en 2021, on a d'abord eu une première phase janvier, avril.
C'est un rebond tiré par la Chine et puis ensuite par la zone euro. Et dans un deuxième temps, vous voyez que la courbe s'affaisse. Ça, c'est lié au ralentissement en Chine, qui a toujours une politique Covid-0, et l'Asie émergente et aussi l'Europe. Et tout ça avec, pour le commerce international, une explosion du coût des transports, notamment des containers. Aujourd'hui, on a des niveaux toujours élevés, il faut le noter quand même, qui sont supérieurs à l'avant-crise, hein. À titre d'exemple, la production industrielle mondiale est en croissance de 2,8% par rapport à décembre 2019. Le slide suivant. Donc on voit que depuis le deuxième semestre 2020, on a une hausse du coût des matières premières qui pèse sur les coûts de production. Alors il y a des facteurs ponctuels qui sont liés à la forte reprise de la demande, hein. Tout le monde, toutes les économies mondiales repartent simultanément et fortement. Donc ce qui est rare est cher, elles ont toutes besoin de matières premières, il y a beaucoup de demandes avec une offre qui a ses limites. Donc forcément le prix augmente, et puis ça c'est les facteurs structurels, c'était peut-être un peu de sous-investissement avant la crise. Au niveau de la production des matières premières et de l'énergie, hein. Donc, si on regarde en détail, c'est quand même des taux, c'est quand même général déjà. Il y a les métaux, les produits agricoles et l'énergie. Les métaux, plus 63%, enfin les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Les produits agricoles, plus 67%, et l'énergie, plus 205%. Donc, ça veut quand même dire une multiplication par 3 du coût de l'énergie en un an et demi. C'est énorme. Alors on pense évidemment tous au gaz, et puis aussi même le Brent, quand on regarde, on est au plus haut depuis 5 ans. On était encore à 93 dollars vendredi dernier. Il y a des facteurs qui pèsent sur l'offre, c'est la baisse des stocks, notamment la restriction de la production de l'OPEP+. Donc pour faire simple, c'est les pays de l'OPEP plus la Russie. Et puis des facteurs qui impactent la demande, c'est la forte reprise intensive en énergie, et puis il y a aussi un hiver rigoureux en Asie qui pousse la consommation encore plus fort qu'à l'habitude. Néanmoins, si on regarde les courbes, et on le voit aussi nous dans les entreprises qu'on interroge, on voit quelques signes de ralentissement ces derniers mois. Pardon. On baigne dans un monde d'incertitude depuis le Covid, et ce graphique l'illustre parfaitement. En fait, il est parfaitement intéressant. C'est le World Uncertainty Index. C'est produit par l'unité de Stanford en fait pour mesurer la récurrence du terme uncertainty, qui veut dire incertitude en anglais, dans 143 pays. Alors, on voit que, vous voyez, le gros pic, en fait, c'est le début de la crise Covid. C'était des niveaux inédits dans l'histoire, hein. Là, la courbe remonte quand même à 1990, ça fait plus de 30 ans. Après, on voit qu'on a une baisse assez marquée, très forte, avec un retour à un niveau proche de la moyenne historique. Et puis, ça remonte un petit peu à la hausse. C'est la résurgence de l'épidémie avec la remontée en 2020. Donc l'incertitude, elle reste élevée. Le niveau actuel, pour vous donner une idée, vous voyez, il y a des petits marqueurs à chaque fois, c'est souvent les crises qu'on a connues ces 30 dernières années. Donc le niveau actuel, on est au niveau du credit crunch du troisième trimestre 2007. Donc en gros, le début de la crise subprime. Donc à l'époque, c'était la panique complète. Aujourd'hui, on a l'impression que ça va mieux, alors que c'est quand même des niveaux d'incertitude élevés. Après, il y a des risques, hein, de nouvelles vagues et de nouveaux variants. Donc, forcément, les prévisions économiques de 2022, tant mondiales que régionales, qui sont favorables, hein. Je ne fais pas de suspense, vous le verrez ensuite si je vous le présenterai. Mais néanmoins, ce qui est clair, c'est qu'elles sont entourées d'incertitudes. Donc, c'est assez inédit chez nous. Si on fait un focus sur la France, on voit qu'au niveau du PIB, donc vous voyez, vous prenez la colonne 2021, première ligne, PIB réel, on a un rattrapage rapide et massif, puisque en 2021, on a plus 6,7% de PIB. Alors c'est le taux le plus élevé depuis la crise des années 70. Bon, ça fait suite évidemment à
une baisse inédite elle aussi de moins 8% en 2020. Alors on est un petit peu plus prudent que l'INSEE qui donne 7%, mais bon, vous voyez, c'est quand même le même ordre d'idée. Donc voilà, qui dit forte croissance aussi chez nous, ça confirme les problèmes d'approvisionnement et même de pénurie dont on parlait tout à l'heure. Au troisième trimestre 2021, en France, on a retrouvé le niveau de PIB de 2019. Et puis en zone euro, la plupart des pays s'en approchent. On note quand même que l'Italie est un petit peu en retrait, c'est la courbe verte. Et puis l'Espagne, c'est encore difficile pour eux puisqu'il leur manque encore 10% de PIB, c'est la courbe en pointillé orange. Donc c'est pas un automatisme. Chez nous, on a bien su faire face à la crise, mais c'est clairement pas tous les pays européens, même si on voit quand même qu'il y a un tir groupé, Espagne mise à part. L'inflation, donc ça c'est un sujet qui intéresse. Excusez-moi, je suis très en avance. J'en prie. Donc sur 2021 à 2024, c'est la courbe du haut, on voit qu'il y a deux faces pour l'inflation. Alors là où on se trouve aujourd'hui, c'est clairement le pic, c'est la bosse d'inflation, on appelle ça. C'est lié à la reprise forte qui tire les prix à la hausse de l'énergie et de la matière première, comme on l'a vu. Et puis il y a aussi des problématiques de production en Chine liées à leur politique zéro Covid, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc tout ça crée des pénuries et une hausse qu'on espère temporaire des prix. Le pic devrait avoir été atteint au quatrième trimestre 2021. Et puis on s'engage vers une phase de désinflation. Donc on a toujours d'inflation, mais à un niveau moins élevé, qui devrait passer sous 2% d'ici fin 2022, selon nos projections. Ensuite, on a une phase de stabilisation qui va s'ouvrir. On va retrouver un niveau d'inflation inférieur mais proche de 2%. On devrait. Donc c'est quand même supérieur au niveau d'avant-crise. Là, on est à plus, on ne le voit pas sur le graphique, mais on est plus à des niveaux de l'avant-crise subprime 2002-2007. Donc c'est des niveaux qu'on a connus par le passé. Hein. En fait, ce qui devrait se passer, c'est passer cette phase de reprise massive et instantanée de l'économie mondiale, un tassement des prix des produits manufacturés. Mais ce qui va être quand même vecteur d'inflation pour atteindre le niveau de 1,5 à 2%, c'est la bonne situation du marché du travail qui devrait entraîner une hausse des salaires sur la durée et puis une hausse plus forte des prix des services. Et c'est ça qui fait l'inflation, c'est ce qui est mesuré. Hein. Sur le graphique du bas, on voit que l'inflation dans la zone euro, c'est en rouge, elle est à 5% aujourd'hui. Bon, je vous rappelle quand même qu'il y a un an, elle était à moins 0,3%, donc là on n'était pas tout à fait, parce que c'est plusieurs trimestres consécutifs, mais on aurait pu entrer dans une phase de déflation, comme quoi en un an les choses changent extrêmement vite. Alors la France, je ne vais pas dire qu'on est épargné, parce qu'on a un taux assez élevé, c'est à gauche, hein, 3,4%, mais c'est parmi les grands pays de la zone euro, c'est celui où l'inflation est la moindre. Et notamment, si on regarde l'Italie, ils sont à 4,2, c'est 2 crans sur la droite par rapport à la France. Et bien plus loin sur la droite, l'Allemagne est à 5,7. Donc, on ne va pas s'en cacher, on est quand même parmi les bons élèves de la zone euro. Bon, ceci dit, je vous rappelle qu'il y a une incertitude élevée sur les prévisions. On peut se demander ce qui pourrait arriver si, au prix de l'énergie, s'il y avait une crise encore plus marquée en Ukraine, par exemple. C'est sûr que ça augmenterait à des niveaux sans doute bien plus importants qu'aujourd'hui. Pardon, excusez-moi. Ouais, je vous en prie. Juste, vous êtes de plus en plus nombreux à distance et c'est très bien et je vous en remercie. Juste, il y en a quelques-uns qui n'ont pas coupé leur micro. Donc ça fait quelques bruits un peu interférents. Si vous voulez bien faire attention à cela. Voilà, merci. Merci, Président. L'emploi et le taux de chômage, on voit que le marché du travail a résisté. Le taux de chômage, en fait, est revenu au niveau d'avant-crise. La levée des contraintes sanitaires au printemps et à l'été 2021 a permis la création de 420 000 emplois au premier semestre. Et on a même un niveau d'emploi qui est légèrement supérieur à l'avant-crise, hein, je dis équivalent, mais
On joue sur l'épaisseur du trait, mais quand même, on a 1% de mieux, ce qui correspond à 261 000 emplois en plus. Et sur 2022-2024, la décrue devrait continuer, mais de manière moins pentue. Et le chômage devrait s'établir à un peu plus de 7,5%, 7,7% fin 2024. Donc le marché du travail, on n'a pas trop d'inquiétude. Les amortisseurs de la crise ont joué à plein en fait. Si on regarde les ménages au sujet du pouvoir d'achat et de l'épargne, alors sur le pouvoir d'achat, on a un marché du travail et un pouvoir d'achat qui ont justement, comme je le disais, été préservés par les amortisseurs publics. Donc si vous regardez le graphique de gauche, c'est la barre violette. Donc c'est une vision agrégée qui peut masquer des situations particulières plus contrastées. On peut avoir l'impression qu'on n'a pas gagné en pouvoir d'achat, mais en tout cas, si vous regardez la courbe, on n'en a pas perdu. La courbe en noir. En 2021, ça c'est intéressant parce que on a une progression des salaires et de l'emploi qui prennent le relais au soutien budgétaire pour soutenir le pouvoir d'achat. Donc c'est quand même plus sain et ça veut dire qu'on a bien géré la crise puisque l'économie naturelle en fait reprend sa bonne marche. En 2022 à 2024, on continue à avoir une hausse du pouvoir d'achat et on revient au niveau d'avant-crise avec une plus forte composante salaire. C'est l'histogramme bleu en fait, enfin la partie bleue de l'histogramme, le salaire. Sur le graphique de droite, on voit le surplus d'épargne Covid, de la crise Covid en fait, donc qui est estimé au troisième trimestre 2021 où on atteint le pic à 170 milliards d'euros environ. Selon nos prévisions, les ménages en dépenseraient à peu près 20% d'ici 2024. Donc ça évidemment c'est bon pour l'économie à travers la consommation et l'investissement. Donc ce serait un vecteur de croissance clairement, c'est 20% qui seraient utilisés. Donc on a vu les ménages, maintenant on passe aux entreprises. On a un taux de marge stabilisé. Alors pendant la crise, grâce à l'activité partielle et au fonds de solidarité essentiellement. Et puis sur 2022-2024, ça va aussi, ce qui va jouer aussi, c'est les subventions des plans France Relance et France 2030. Donc ce taux de marge stabilisé permet un maintien de l'investissement à un niveau élevé. Sur ces graphiques, il y a quelques petits points à noter quand même. La baisse du second semestre 2021, ça correspond à la quasi-extinction des mesures d'urgence. On peut aussi ajouter que le taux d'investissement il devrait être conforté par les conditions de financement qui devraient rester toujours globalement favorables dans les années à venir. Et puis le taux de marge en 2019, vous voyez qu'il y a un pic, en fait, on peut considérer que c'est entre guillemets une anomalie, c'était le double comptage du CICE, la transformation en baisse pérenne des cotisations sociales. Le solde public, donc les mesures de lutte contre la crise sanitaire et le déploiement du plan de relance, ça grèverait encore les finances publiques en 2021-2022 avant une amélioration limitée en 2024 à moins 3,5% du PIB. Donc c'est un ratio plus supportable, même si c'est pas totalement satisfaisant, puisqu'on serait toujours sous le fameux critère des 3%, d'ailleurs qui a été, je vous rappelle, à l'époque une proposition française. Alors en 2021, on serait à moins 7,6% de déficit public, après 9,1% en 2020. Donc c'est l'effet du fonds de solidarité, de l'activité partielle, des dépenses exceptionnelles de santé, de la revalorisation salariale dans la fonction publique, Ségur de la santé, Grenelle de l'éducation, des chèques énergie, de l'indemnité inflation, etc. Néanmoins, grâce au rebond du PIB, on aurait un ratio dette publique sur PIB qui s'inscrirait en légère baisse en 2021 par rapport à 2020. On projette 113,6% en 2021 contre 115 en 2020. Alors pour rappel, en 2019, en France, on était à peu près à 100%. Donc on est entré dans la crise Covid avec une situation pas très favorable, surtout si on se compare à l'Allemagne qui, elle, était à 60%.
Sur 2022-2024, bon, bah là, c'est clairement la fin des mesures d'urgence et puis une reprise de la croissance économique. Mais il y aura les plans de relance français, alors, qui sont très bons pour l'investissement et la croissance à long terme, mais qui sur le moment ont un coût financier pour les finances publiques. Donc c'est aussi pour ça que la pente se redresse plus doucement. Donc on parlait d'incertitude et d'aléas. Excusez-moi, il y a un petit temps de décalage, du coup je navigue difficilement entre les slides, excusez-moi. Donc on a toute une série d'aléas, hein. Les projections sont à prendre avec prudence. Ça reste dépendant d'aléas sur la situation sanitaire, d'aléas macroéconomiques, et puis on pourrait même aujourd'hui rajouter des aléas géopolitiques quand on voit ce qui se passe en Ukraine, et c'est pas vraiment comment ça va tourner, espérons bien. Donc on arrive aux entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je remercie encore une fois, hein, les presque 4500 entreprises qui ont accepté de nous répondre. On les a interrogées de manière dématérialisée cette année et aussi par téléphone. On a combiné un petit peu les deux. Donc elle relève de 3 grands secteurs: l'industrie, les services marchands et le BTP. Donc ça, en cumulé, ça fait à peu près, on a couvert 320 000 effectifs et puis 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors 2021, retour à la normale, avec une question. Donc tout secteur confondu, on voit que 2021, il y a un net redressement avec plus 11,3%, après moins 10,4% en 2020 pour le chiffre d'affaires. Donc on est revenu au niveau d'avant-crise. Et puis ça a été permis aussi grâce à la couverture vaccinale et à l'allègement des mesures sanitaires. Toute entreprise, tout secteur confondu, hein, j'entends. On reviendra détail par détail plus loin. Au niveau des effectifs, l'impact a été limité en 2020, essentiellement grâce à l'activité partielle. Le contexte 2021 est toujours perçu par les chefs d'entreprise qu'on a interrogés comme incertain, donc on ne voit pas de renforcement significatif en 2021. Néanmoins, on s'inscrit quand même en hausse de 1,2%. Là, ce qu'on peut noter sur la base des réponses qu'on a collectées directement des chefs d'entreprise, c'est qu'on a plutôt un renforcement des effectifs permanents supérieur à 1,2%, de l'ordre de 1,4-1,5%, et peut-être une baisse globale du recours des intérimaires à environ moins 1%. Néanmoins, ce nombre d'activités il est très hétérogène. Entre les secteurs, on peut les caractériser en 4 catégories. Donc, ce qu'on appelle, nous dans notre jargon, net redressement. Donc, le chiffre d'affaires dépasse le niveau d'avant-crise. C'est l'ensemble des secteurs qui est en haut à droite. Le retour au niveau d'avant-crise, grâce à la bonne reprise de 2021, c'est la seconde catégorie. Une catégorie qu'on appelle en rattrapage, donc qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau de chiffre d'affaires d'avant-crise. Donc il y a les secteurs qui sont nommés sur le slide, mais globalement c'est un petit peu la filière automobile et ses sous-traitants, avec des fortes difficultés d'approvisionnement, et puis une problématique majeure sur l'approvisionnement en semi-conducteurs, essentiellement de production asiatique. Donc à titre d'exemple, la fabrication de matériel de transport, on a une croissance de chiffre d'affaires de 12% en 2021, après une baisse de 17% en 2020. Le traitement des métaux, le décolletage, plus 14 en 2021, après moins 18% en 2020. Donc on voit qu'il y a quand même un rebond qui est notable, mais la baisse avait été tellement forte en 2020 qu'on les considère toujours comme en étant en rattrapage. Et puis il y a le secteur encore en difficulté qui est l'hôtellerie, la restauration et l'événementiel. Je vous en dirai plus tout à l'heure de manière chiffrée. On va prendre les secteurs un par un. Les grands secteurs, industrie, services marchands, BTP. On va commencer par l'industrie. Donc en 2021, on a eu une croissance économique qui a d'abord été tirée par l'industrie, et puis ensuite la production a été impactée par les problèmes d'approvisionnement. Les carnets de commandes sont aujourd'hui très supérieurs à la normale. Vous voyez, c'est le graphique de droite, la courbe rose.
Donc ce qui conduit à une diminution des stocks, mais ça ne suffit pas et donc il y a une augmentation des délais de production, c'est l'effet mécanique. Le chiffre d'affaires dans l'industrie, on a plus 11,5 en 2021, c'est mieux qu'attendu puisque quand on a fait l'étude, c'est dire le niveau d'incertitude qui est encore présent aujourd'hui mais qui était peut-être encore plus fort l'année dernière. Parce que quand on a fait le même exercice, la même enquête l'année dernière, les entrepreneurs de l'industrie attendaient globalement une hausse de 5,8. Donc dans ce contexte d'incertitude, il va être extrêmement prudent. Bon, 5,8 c'est déjà très bien, mais en fait, le réalisé est quasiment 2 fois meilleur. On peut dire qu'on a 3 quarts des entreprises qui enregistrent une hausse d'activité, et puis une entreprise sur deux qui enregistre une hausse d'activité supérieure à 10%. Donc là, on a une hausse générale, tout secteur industriel, toute taille d'entreprise confondue, même si elle est encore assez hétérogène, on va le voir sur ce slide. On a des secteurs en forte hausse, avec une forte demande en 2021 qui a été consécutive à une importante baisse en 2020, comme la chimie, plus 20% cette année, après moins 12% l'année dernière. La coutellerie-outillage, plus 18 après moins 9 l'année dernière. Métallurgie, plus 18 après moins 17. On a des secteurs avec une moindre hausse, mais ça s'explique. L'agroalimentaire, la pharmacie, plus 5%. Bon, ils sont moins dépendants des variations économiques, donc ils n'avaient pas connu de baisse caractérisée l'année dernière. L'électronique, plus 4%, donc pénalisé cette année par la pénurie mondiale de composants. Et le textile, plus 3,5%. Là, c'est une évolution erratique de la production qui est liée à la fermeture des commerces au long de l'année 2021 et puis une tension sur les approvisionnements en tissu et en fil. Au niveau des effectifs dans l'industrie, on a une croissance assez faible, plus 0,8%. Mais ça fait suite à une baisse quand même contenue en 2020, puisqu'elle était de 2,6%. Donc on est dans des montants qui n'ont rien à voir avec la baisse du chiffre d'affaires ou le PIB. Alors là, on voit que ce qui a joué à plein, c'est l'activité partielle et puis le PGE aussi. Donc quelque chose à noter, c'est que les effectifs temporaires, en fait, c'est la variable d'ajustement avant tout pour les entreprises de moins de 50 salariés, encore plus que les grandes entreprises, et puis aussi pour les entreprises du secteur automobile. On a eu là une baisse des effectifs permanents, mais une hausse de l'intérim. Les services marchands, donc là on a une baisse globale de chiffre d'affaires, vous voyez, donc pour la deuxième année consécutive, même si elle est beaucoup moins importante que l'année dernière, mais elle reste en baisse à moins 2,7%. Donc là, c'est clairement l'impact de l'hôtellerie et restauration, vous voyez, en bas, moins 26,2%. Et on peut même distinguer hôtellerie et restauration, puisque l'hébergement s'inscrit à moins 47%. Par exemple, les stations de ski ont été fermées toute la saison 2021, alors que en 2020, le confinement est intervenu mi-mars, donc on était... les vacances de Noël et de février ont pu contribuer quand même en 2020, alors qu'elles n'ont pas fait en 2021. La restauration, elle s'est adaptée, il y a eu le développement des ventes à emporter, donc on est à peu près stable. 2021 équivaut à 2020, mais qui était faible quand même, il ne faut pas l'oublier. Et puis on a des facteurs un petit peu qui tendent à devenir structurels en tout cas. La baisse de la fréquentation, c'est lié au recours accru au télétravail depuis la crise, au manque de personnel, il y a des événements qui ont été décalés aussi. Néanmoins, tous les autres secteurs sont dynamiques. Et puis, on a 73% des entreprises qui nous font part d'une hausse d'activité en 2021. Si on liste l'hôtellerie-restauration, ce taux monte même à 78%. Et pour un tiers des entreprises, la hausse est supérieure à 10% du chiffre d'affaires. Au niveau des effectifs, on a des effectifs avec une hausse contenue globale à 0,8%.
Mais là aussi, on voit l'impact de l'hôtellerie-restauration qui fait moins 4,5. Alors là, l'hébergement fait moins 6,6 et la restauration moins 3,9. Globalement, on a des difficultés. Il y a l'incertitude dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi des difficultés pour trouver des postes adaptés aux postes à pourvoir. Des profils adaptés aux postes à pourvoir. Le BTP, donc là, on a une hausse de chiffre d'affaires qui est très forte. Il y a eu un rebond très net, une activité très dynamique dans les 3 sous-secteurs, travaux publics, seconde œuvre et gros œuvres. Une hausse de chiffre d'affaires pour les 3/4 des entreprises. Et là, il y a quand même un petit bémol de prudence, c'est peut-être l'effet prix, de la même manière que l'industrie d'ailleurs. Le chiffre d'affaires, il y a le volume, mais il y a aussi le prix. Il y a la marge. Et l'effet prix, du coup, peut masquer des volumes parfois stagnants, voire même en baisse. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer concrètement, mais c'est un point d'attention à avoir en tête. Au niveau des effectifs, donc il y a une hausse sur le second FLTP, une baisse qui reste modérée dans le gros œuvre, hein, on est à moins 0,7%. Ce qu'on peut noter globalement quand même, c'est qu'il y a une baisse globale des effectifs temporaires, alors qu'il y a plutôt une hausse des effectifs permanents. Ça, c'est lié à la difficulté à recruter des intérims et au développement de l'alternance qui permet de conserver les jeunes recrues dans l'entreprise. Donc on y vient, Président, la rentabilité. Dans les 3 secteurs, en 2020, on avait eu des marges qui avaient été dégradées par la crise sanitaire, clairement. En 2020, on a une progression des marges. Vous voyez, il y a quasiment un chef d'entreprise sur 2 qui nous en font part, hein, c'est la partie basse. Il y a eu des mesures d'aide publique sur certains secteurs, des subventions, l'activité partielle, et notamment sur l'hôtellerie-restauration. Il y a eu une hausse d'activité en 2021 globale sur tout secteur confondu. Après, les marges ont été aussi pénalisées parce qu'il y avait des pénuries de profils, d'absentéisme, etc., des choses compliquées à gérer pour les entrepreneurs. Et puis évidemment la hausse du prix des matières premières qui est pas entièrement répercutée sur la hausse des produits finis à ce stade en tout cas. Les investissements, on voit une hausse, on ne l'a pas chiffré, mais qui est assez marquée dans l'industrie et le BTP. C'est la réalisation d'investissements qui avaient été prévus en 2020, mais décalés, qui ont été décalés du coup sur 2021, pardon. Dans l'industrie, c'est surtout de l'équipement avec du renouvellement et de la modernisation d'outils de production. Et puis on a aussi, quand même dans le cadre de nos enquêtes, plusieurs mentions d'investissement qui ont été rendues possibles dans le cadre des plans France Relance. Alors, les services, c'est la tendance inverse, il y a un recul qui est léger, qui est consécutif à la baisse importante qui a eu lieu en 2020. Donc les pistes d'explication, c'est que notre étude ne prend pas en compte les investissements immatériels, c'est pas demandé dans l'enquête. Et puis que les chefs d'entreprise des services ont peut-être redécalé leurs investissements qu'on souhaite voir arriver à réalisation sur 2022. Ce qui nous est retourné dans les enquêtes qu'on a, c'est il y en a beaucoup qui préfèrent constater un réel redressement tangible de l'activité avant de valider les investissements prévus. Les perspectives sur 2022. On voit donc une demande et des effectifs. Bonjour, vous avez encore des micros qui ne sont pas fermés. Je vois que vous êtes encore plus nombreux et c'est encore tant mieux. Mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas fermé leur micro, s'il vous plaît. Donc pour 2022, les perspectives sont clairement favorables malgré un contexte incertain. Donc la croissance des chiffres d'affaires et des effectifs reste soutenue. L'industrie, c'est dynamique avec plus 6,8%, y compris à l'export, plus 6,5%, notamment sur l'Europe.
Si vous voulez bien fermer les micros, s'il vous plaît. On a de nombreux chefs d'entreprise qui font l'hypothèse de la fin de pénurie de composants, puisque dans les chefs d'entreprise interrogés qui relèvent de l'activité fabrication de produits informatiques et électroniques nous font part globalement d'une hausse attendue du chiffre d'affaires de 9% en 2022. Donc vous voyez que c'est supérieur à la moyenne qui est de 6,8%. La hausse des effectifs concerne tous les sous-secteurs d'industrie avec un moindre recours à l'intérim. D'accord. Peut-être que votre spécialiste informatique peut couper les micros. Ouais. Yvan, je ne sais pas si vous pouvez interférer sur les micros qui ne sont pas coupés. S'il vous plaît, il y a les micros qui ne sont pas coupés, c'est très désagréable. En ce qui concerne les services, on a des prévisions favorables pour l'ensemble des secteurs avec une bonne nouvelle, c'est un net rebond attendu dans la restauration, plus 29% d'activité. Je peux vous interrompre. Oui, je vous en prie. Juste pour couper les micros. On s'excuse, pardon. Excusez-moi. Il y a des indisciplinés, ils ne se rendent pas compte, c'est pénible. Qui d'autre? C'est bon, on n'entend plus là. Non, a priori c'est bon. Ici, il y a celui-là. Ah, pas le couper. Bon, là, a priori c'est bon. Ok. Merci Yvan. Dans les services, on a un net rebond attendu dans la restauration, plus 29%, des prévisions favorables dans l'ensemble des sous-secteurs, à une exception près, encore une fois, l'hôtellerie, qui anticipe une baisse de son chiffre d'affaires de 18%. Mais ça dépendra de l'évolution de la crise sanitaire et des restrictions, évidemment. Il faut rappeler que l'enquête qu'on a réalisée, elle est de fin décembre et début janvier. Donc ça peut traduire un certain pessimisme compte tenu de l'historique dans l'hôtellerie depuis le début de la crise, parce que c'était la période de l'apparition du variant Omicron. Dans le BTP, on a des prévisions favorables à plus 3%, dans le gros œuvre, le second œuvre, et puis plus 2% dans les travaux publics. Si, c'est bon. Au niveau des rentabilités, les prévisions 2022, donc vous vous rappelez tout à l'heure, sur 2021, on avait à peu près la moitié des entreprises qui nous faisaient part d'une augmentation. Là, ça se décale vers une phase de stabilisation. Pour la moitié des entreprises environ. Bon, après, il y a des incertitudes, notamment sur la durée de l'inflation. Et il y a davantage d'entreprises qui anticipent une hausse, c'est la partie basse, par rapport à une baisse qui est la partie hausse. Il y en a relativement assez peu. Les investissements en 2022, donc les taux de marge stables et les mesures de soutien public, ça permet de maintenir l'effort d'investissement. Donc ça traduit quand même un signe de volonté de croissance de nos entreprises. Si on regarde dans l'industrie, par exemple, il y a 70% d'investissement pour la modernisation et le renouvellement des capacités de production, 30% pour augmenter les capacités de production, et ça c'est une tendance générale dans l'industrie à tous les secteurs industriels. Dans les services marchands, on a un léger recul des investissements, peut-être aussi pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. On n'intègre pas l'investissement incorporel. Donc c'est peut-être quelque chose à modifier dans notre étude, je ne sais pas. Et puis les reports d'investissement dont les résultats de 2022 déclencheront peut-être des investissements en 2023. Quelques atouts de notre région quand même, donc en termes de PIB, d'export, de start-up, je vous rappelle que c'est la deuxième région de France. Donc on a des gros atouts. Alors c'est une région qui est bien financée par les banques aussi. Si on regarde l'encours de crédit mobilisé, donc à gauche vous avez la France en rouge et l'Auvergne-Rhône-Alpes en bleu. À
à novembre 2021, on a presque 1200 milliards de crédits mobilisés en France, plus 1,9% par rapport à novembre 2020. En Auvergne-Rhône-Alpes, 134 milliards. Et là, c'est une croissance légèrement supérieure puisqu'elle est à 2,5% dans le cours des crédits mobilisés par rapport à novembre 2020. Si on fait un petit zoom sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, sur ces 134 milliards, donc pour mémoire, je vais pas en parler, on a 62 milliards, c'est d'encours pour les activités immobilières. Mais si on fait le distinguo sur ce qui reste entre les PME d'un côté et les grandes entreprises de l'autre, les PME, c'est 38 milliards d'encours en croissance par rapport à novembre 2021, alors que les grandes entreprises, c'est un petit peu moins, c'est 34 milliards d'encours en légère baisse par rapport à 2020. Quand vous regardez le graphique de droite, vous voyez d'ailleurs la courbe verte, c'est les PME. Donc en fait, ça correspond essentiellement au PGE. Le PGE en France, c'est 143 milliards, en Aura 16 milliards et en Haute-Loire 450 milliards. Donc clairement, la bosse, c'est le Million. million, oui. J'aimerais bien, mais peut-être un jour. Mais en tout cas, voilà, le PGE a été une arme intéressante pour lutter contre la crise qui a permis de faire face aux risques de liquidité des entreprises et de les garder solvables. Ce qu'on voit d'ailleurs dans l'évolution des courbes de défaillance. Donc en nombre, on en a à peu près 27 000 en France, un peu moins de 3 000 en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça nous fait des taux de croissance de moins 17 et moins 18% respectivement. Donc c'est le taux de croissance annuel le plus faible depuis 30 ans. Donc l'économie régionale a bien résisté. Je vous ai mis un petit slide aussi sur la médiation du crédit, donc, qui est assurée par la Banque de France, où vous voyez les pics des deux courbes. C'était en 2020, au printemps, lors de la mise en place des PGE. Il y avait des balbutiements, est-ce qu'on prenait les capitaux propres négatifs, etc. Bon, voilà, tout ça se fraudait. Donc ça a donné lieu à pas mal d'activités sur lesquelles on a su faire face, nous, Banque de France, pour mettre un petit peu d'huile dans les rouages entre le banquier et l'entreprise. Et depuis, ça s'est quand même bien calmé. La Haute-Loire, c'est donc en 2021 les histogrammes roses. Donc c'est là où on voit que l'entreprise, enfin les banques financent bien les entreprises et qu'il y a une bonne fluidité de financement dans le département. C'est qu'on a eu 4 demandes de dossiers en 2021. On en aura peut-être d'autres pour les restructurations potentielles des PGE. Mais on ne s'attend pas non plus à une vague. Alors c'est un dispositif qui a été adapté. La médiation du crédit s'est adaptée au travers de son accord de place du 21 janvier 2022 pour pouvoir accompagner en médiation du crédit les entreprises qui ont un TPE. Clairement, c'est pour aider les TPE, qui ont un PGE de moins de 50 000 euros. Donc c'est bien en dessous du ticket moyen et c'est pas fait pour allonger la médiation n'accompagnera en termes de restructuration de PGE, pas tellement les grandes entreprises, mais plutôt les petites qui en émettaient le souhait. Donc, s'il y a des questions, peut-être qu'on peut réactiver les micros des participants. Oui, je pense qu'ils peuvent le réactiver eux-mêmes, je pense, à mon avis. S'il y en a qui ne peuvent pas le faire, ils peuvent nous faire un petit signe avec la visio. En tout cas, merci pour cet exposé. C'est toujours très révélateur et encore une fois, ça nous permet de nous projeter un peu par rapport aux données économiques qu'on peut avoir. Les données économiques que nous, on possède au niveau CCI, vous allez les avoir en ligne très bientôt également. Ce sont les chiffres clés de la Haute-Loire qui sont toujours très attendus et très bien utilisés, qui sont les chiffres clés par macroéconomique en fait, les chiffres du territoire avec l'accessibilité, l'économie, l'emploi, la formation, l'innovation, l'international. Donc il y a des choses assez révélatrices et quand on veut faire que ce soit une étude de marché ou une étude d'impact, ce sont les chiffres clés qui sont toujours très intéressants d'avoir, qui seront sur notre site internet très très bientôt. Ils sont tout chauds, je les ai eus en début de semaine. Donc voilà.
pour descendre un petit peu, je regrette toujours, mais je sais qu'aujourd'hui, chacun fait ce sont des données régionales que vous pouvez nous exposer. On a eu quelques chiffres. Alors nous, on croise un petit peu les chiffres entre effectivement les chiffres des services fiscaux, les chiffres que l'on possède nous, les chiffres des entreprises, les chiffres de la Banque de France mensuels, hein, on les a quand même aussi. Et on se rend compte que la Haute-Loire, au travers de ces chiffres-là que vous venez d'exposer, est plutôt en général bien placée à l'intérieur de la Haute-Loire. La croissance du chiffre d'affaires pour 2021 pour la Haute-Loire est de 13,2%. Spécifique à la Haute-Loire, donc c'est quand même intéressant. Alors, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on est quand même sur un territoire très industriel, malgré ce qu'on peut penser extérieurement en disant c'est un territoire rural, oui, mais très industriel. Donc l'industrie, on l'a vu de par vos chiffres, se porte plutôt très bien. Il faut être attentif malgré tout, les services se portent plutôt bien aussi, il faut être attentif vis-à-vis des commerces et de l'hôtellerie et restauration, bien évidemment, il faudra qu'on soit attentif là-dessus. En investissement en 2021, en termes d'investissement, il y a eu plus 9% global hein, sur la Haute-Loire. Au niveau de l'export, alors ça c'est assez surprenant à la fois, mais assez plutôt rassurant, il y a eu plus 29% de chiffre d'affaires en export. Alors, attention, sur une donnée 2020, qui a été éteinte par le Covid déjà. Hein. Donc, malgré tout, ça annonce une jolie reprise. Je rappelle que la Haute-Loire, on ne sait pas tout le temps, et c'est même souvent surprenant, le plus gros montant à l'export aujourd'hui pour la Haute-Loire, et je crois que c'est à peu près 400... je ne vais pas citer le chiffre parce que je n'ai pas de certitude, mais c'est le Royaume-Uni. Et ça reste le Royaume-Uni malgré le Brexit. C'est assez considérable, hein, le premier pays vers lequel on exporte. Et un taux de chômage qui diminue tout doucement, à 6,2% pour l'instant, à fin 2021. Je pense qu'il est encore en train de s'améliorer au dernier chiffre tout chaud de janvier. C'est à prendre avec des pincettes, mais ceci dit, voilà. Alors c'est un mal pour un bien et peut-être un bien pour un mal, parce qu'on se rend compte que nos entreprises cherchent toujours à recruter, encore et encore et encore, et ne trouvent pas. Et plus notre vivier va s'éteindre, on est à 6%, alors on n'est pas encore en plein emploi, hein, je peine à chaque fois, ça me dresse les poils, pardon, mais quand j'entends qu'on est au plein emploi, quand on arrive à 5 ou 6%, non, les autres pays sont à 3 ou 4, et ils sont, oui, effectivement, au plein emploi. Donc il ne faut pas se gosser avec un 5 ou un 6. Mais en tout état de cause, bon, c'est très bien malgré tout. On voit qu'il y a de l'embauche, il y a une volonté d'embauche, il y a un besoin d'embauche surtout pour les entreprises, qui ne sera que bénéfique par rapport à notre production. Mais en tout état de cause, notre vivier s'amenuise aussi. Il va falloir qu'on travaille sur l'attractivité de notre territoire, ça c'est important. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Moi j'ai noté certaines choses. Peut-être juste une question, et pour ouvrir peut-être les questions qu'il peut y avoir à distance, hein, surtout n'hésitez pas. Vous prévoyez un PIB qui revient à 3,5% à fin 2024. Je me posais juste la question par rapport aux chiffres d'aujourd'hui, si ce n'est pas un peu ambitieux de prévoir ça. Et deuxième question, au niveau de l'inflation et de l'incertitude, des chiffres d'incertitude, enfin le mot incertitude que vous avez employé, c'est ce ressenti aujourd'hui de dire effectivement l'inflation, il y a une stabilisation, il y aura plutôt une baisse à fin 2022, donc ça c'est, oui on est en 2022, c'est bien fin 2022, ça se concrétise bien, et puis surtout, comment est-ce qu'au niveau du pouvoir d'achat, il y a le réel, alors on n'arrête pas de nous dire qu'effectivement aujourd'hui il est soit stable, soit en baisse, mais il y a vraiment un ressenti très très fort, et je pense que malgré tout, les gens sont touchés au portefeuille. Il y a un ressenti et une certaine réalité où les gens sont vraiment touchés au portefeuille et ne ressentent pas cette augmentation du pouvoir d'achat. Alors, sur le PIB, je vais arrondir à 3,5%, ça c'est notre prévision 2022. Effectivement, ensuite il y a un déclin. Où nos projections à horizon 2024 devraient s'établir à 1,4%. Donc c'est évidemment pas la même chose. Et ça c'est un point d'intention pour nous, parce que ça veut dire que après la forte phase de rebond 2021, 2022 et même 2023 qui resterait à un niveau tout à fait correct, en 2024 on reviendrait à une sorte de croissance un petit peu molle entre deux. Et
Donc, au niveau de notre croissance potentielle française, n'est pas au-dessus. Et donc, ça c'est problématique pour à long terme avoir cette capacité à rembourser la dette en général, notamment avec le surplus de dette Covid qui est à peu près de 15 à 20% de PIB dans tous les pays. Et c'est là où, effectivement, Président, je rebondis sur ce que je disais au cours de la présentation. On est entré dans la dette Covid avec des niveaux d'endettement public qui étaient déjà pas très satisfaisants à 100%. Si on avait eu 60% comme l'Allemagne, on serait un peu moins inquiet. Aujourd'hui, cette dette, elle est là. Donc toute la problématique, c'est comment lever les verrous pour débloquer à la hausse la croissance potentielle à moyen et long terme. Et aussi pour pouvoir rembourser sereinement cette dette Covid et dette en général. Après, sur le pouvoir d'achat, c'est toujours il y a les chiffres de réel d'un côté, puis ensuite la perception qui peut être différente selon votre situation, etc. Donc ça, je pense que c'est un vieux débat qu'on comprend, hein, évidemment, on entend ici et là les gens qui ont du mal, hein. Mais globalement, la photo, c'est quand même que les dispositifs publics, alors qu'entraînent ces difficultés en termes d'endettement, certes, mais en tout cas, ça a complètement éteint le feu de l'économie en jouant à plein et en marchant bien. Enfin, le PGE, des choses comme ça, c'était quand même des choses inédites qu'on n'avait jamais fait avant. Le chômage partiel, c'était quand même massif. Donc tout ça, oui, il coûte cher, mais si on ne l'avait pas fait, je pense que le pouvoir d'achat, au lieu d'être stable ou perçu comme étant un peu déclinant, on serait dans une crise extrêmement profonde. Beaucoup d'entreprises auraient fermé, il y aurait un taux de chômage, je n'ose même pas imaginer. Ça aurait été pire que la crise de 29 aux États-Unis, probablement. Mais là aussi, vous voyez, on tire quand même, nous aussi, Banque Centrale, les leçons du passé, puisque si vous regardez un peu l'histoire récente, les deux dernières crises, en fait, Covid et puis ce que je vais appeler le pack subprime, même s'il y a eu ça a été contagieux à l'économie et ensuite, c'était avant tout une crise de liquidité. Donc c'est là qu'on a mis en place, par exemple, la médiation du crédit ou ce qu'on appelle les mesures de politique monétaire dites non conventionnelles. En fait, c'était pour apporter de la liquidité au marché et à l'économie. Et là, regardez, 13 ans plus tard, il se produit la crise Covid. Le premier réflexe qu'on a, c'est préserver la liquidité de l'économie avec des mesures de politique non conventionnelles et avec aussi l'autre jambe. Donc ça, c'est pour la politique monétaire. Pour la politique budgétaire, on a bien vu tout ce qui a été pris en charge par l'État, l'activité partielle, les fonds de solidarité, l'État au sens large, les entités publiques. Et puis quand même le PGE qui est... Faut pas oublier le GE à la fin du PGE, peut-être garanti par l'État. Donc quand la liquidité est préservée dans une économie saine, elle reste solvable et ça évite à des entreprises de couler et de licencier. C'est un peu l'analyse qu'on en fait. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Je suis désolé, ça va devoir être assez rapide parce qu'ensuite je prends la route pour Brioude où je vais... à la CCI. Faire le même exercice à la CCI, mais pour le bassin ouest du département. On essaye de couvrir l'intégralité du département. Et Brioude, c'est une zone où on est peut-être moins allé ces derniers temps, donc je m'attachais à le faire cette année, à me rendre sur place pour réaliser cette présentation, toujours en partenariat avec la CCI. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à distance? Bon. Et dans la salle, peut-être. Alors peut-être qu'après, je vous laisserai rapidement avec l'homme de la presse. Cécile? Moi, c'est très intéressant d'avoir ces chiffres. C'est vrai que sur nos communes, on a des industries, on a des restaurants, on a des petits commerces, on a une diversité. Et on voit bien la différence entre l'industrie qui repart quand même à plein et les commerces qui ont pu, on va dire, jongler. Et voilà, quoi. Donc, très intéressant. Alors justement, on entend des bruits de bottes du côté de Lugaine, où il y a les gazoducs qui nous alimentent. Sur l'est du département, il y a une industrie qui a un fort besoin d'énergie.
est-ce que le potentiel risque de conflit, qui est plus que véritable, même si le président Macron essaye d'éteindre l'incendie, peut avoir des répercussions directes sur cette industrie plastique qui est quand même une des forces vives du département. S'il y a une guerre en Ukraine, c'est ça la question? Oui, parce que justement, il est question de fermer le gazoduc. C'est les États-Unis qui Bah, en ont c'est parlé. ça. Moi, mécaniquement, s'il y a une tension géopolitique extrême comme ça, on est quand même dans un scénario extrêmement choqué, hein. Euh, Vous allez avoir le prix des matières premières, de l'énergie qui flamberait dans ce scénario-là. Après, on peut penser au pétrole aussi, hein. La Russie, c'est un producteur de pétrole. Les cours des matières premières sont aussi plus ou moins corrélés entre elles. Et effectivement, ce que vous disiez, le projet Nord Stream serait gelé. Donc, le premier pays touché, ce serait l'Allemagne. Mais par effet de contagion, forcément, nous aussi, hein. Je crois effectivement avoir compris que nous, on était dépendants du gaz russe, entre guillemets, à 16 ou 17%, je crois, de mémoire. Alors que l'Allemagne en est dépendant à 60%. Donc voilà, alors ça ne veut pas dire qu'on est un peu plus protégé, mais il y aura des répercussions. Enfin, ça me semble évident. Après, c'est compliqué parce que, vous voyez, le président américain se rend dans ses pays alliés. Le Qatar n'a pas de marge pour fournir, ou très peu de marge pour fournir l'Europe en cas de besoin. Donc ça, ce serait un peu le scénario extrêmement compliqué, ouais, une guerre en Ukraine. Et je pense que c'est évidemment pour des raisons de droits de l'homme, souveraineté des peuples, etc. Mais peut-être en parallèle, il y a évidemment ces enjeux économiques derrière. Et c'est pour ça que nos dirigeants essayent d'apaiser les tensions du mieux qu'ils le peuvent avec leur homologue russe. Ça fait partie clairement, ça, des allées extrêmes où il est difficile de faire des prévisions. Et déjà, vous parliez de plus 205% d'énergie, du prix de l'énergie en 2021. En un an et demi, ouais. En un an et demi, donc c'était déjà la réalité. Oui, mais là, c'est encore plus fort. Ouais. Même s'il y a un maintien bas du coût de l'électricité et du gaz, ce qui n'empêche que c'est ce qui pèse le plus, tant sur les budgets des entreprises que sur ceux des ménages. Donc, automatiquement, il y a un effet boule de neige qui risque d'être amplifié. De toute façon, on voit bien, à chaque fois qu'il y a un événement géopolitique, on a un impact immédiat. Voilà. Alors après, plus ou moins ressenti, enfin plus ou moins effectif, mais en tout cas, oui, je pense qu'effectivement, il y aura un impact. Il y aurait un impact. Il faut laisser au conditionnel en espérant que ça reste au conditionnel. C'est d'où la question, l'enjeu d'arriver à plus d'autonomie énergétique en France. Enfin, c'est un enjeu majeur et urgent. Est-ce qu'il y a une dernière question, éventuellement? Je suis désolée, je suis arrivée en retard. Simplement, je m'interrogeais sur la fin de votre intervention. Vous dites qu'on a évité la crise, mais on a quand même une dette à régler. Cette crise, elle n'est pas devant nous? Elle ne nous attend pas? Est-ce qu'il va bien falloir la rembourser, cette dette? Peut-être pas forcément. Ouais, tout à fait. C'est ce que je disais en fin d'intervention. Le facteur X, comme on dit, ça va être notre capacité à augmenter cette croissance potentielle qui est aujourd'hui pas assez élevée. Alors après... Sachant qu'elle était déjà pas très élevée avant la crise. Oui. Alors on reste à des niveaux d'avant-crise en fait. Si on est de l'ordre de 1 à 1,5%, parfois on crevait un peu le plafond, on atteignait entre 1,5 et 2. Mais c'est les taux qui nous permettent quand même de ne pas faire faillite. Il ne faut pas non plus noircir le tableau. Mais pour baisser de manière sereine notre taux d'endettement par rapport au PIB. Le taux d'endettement, l'endettement est là, mais au dénominateur, c'est le PIB qu'il faudrait réussir à faire progresser un petit peu plus vite. Ouais. Exactement. Après, on est quand même un pays très bien noté par les agences internationales. Il n'y a pas péril en la demeure, mais c'est un sujet d'attention qu'il faut bien avoir en tête quand même. Oui, parce que les emprunts sont faits à taux négatif. Aujourd'hui, oui. Même si ça remonte de la part de la BCE, il est question de remonter les taux. Ça a été négatif jusqu'à présent.
Alors là, on est encore en taux négatif, ou en tout cas à la frontière pour certains pays européens. Après, la BCE n'a pas indiqué une remontée des taux de manière imminente et certaine, mais, euh, mais bon, quand même, on peut considérer que c'est pas une marche normale sur le très long terme d'avoir des taux négatifs. Donc un jour, ils remonteront et il faudra pouvoir faire face. Donc ce qu'il faut pas, en fait, ça personne n'y aurait intérêt, c'est une hausse très forte et très soudaine des taux, parce que là, voilà, les entreprises pourraient pas tenir le coup, les finances publiques non plus. Si cette hausse se fait de manière progressive dans le temps, pour que les entreprises, les ménages, l'État aient le temps de s'adapter, là, de faire la transition écologique dont on parlait, par exemple, pour diversifier nos sources d'énergie, là, ça posera pas de problème.